Jean Lassalle, bonjour. Bonjour, cher Darius de Rochebet. Nous vous recevons dans la série des candidates et des candidats. 66 ans, maire pendant 40 ans, 20 ans que vous êtes député. Quel est le secret pour durer ? Je crois qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il faut être passionné. J'ai eu la chance de l'être très jeune dans ma vie. J'adorais l'histoire, j'adorais la culture et j'adorais, à vrai dire, la politique. J'ai rêvé d'être maire à 6 ans, député à 10 ans et président à peu près à la même époque. Il y a cette photo, vous l'avez publiée sur votre compte Instagram, où vous êtes jeune maire, une petite commune, mais vous avez voulu être maire, c'était vraiment un rêve. C'était un rêve absolu. Pourquoi ? Mais parce que j'avais trouvé le maire, les maires que j'ai connus précédemment, bienveillants, et je trouvais que s'ils faisaient, était bien, que ça tombait sous le sens. J'étais déjà enfant de cœur. Voilà, c'est ce qui m'a parlé. Puis après, on a inauguré l'église de l'Ordios. J'ai vu le député de la circonscription qui a fait un discours. Il était parti de Tel Aviv la veille, il était là parmi nous. Tout le village était pavoisé pour qu'il soit là. J'ai eu envie. Et puis le général de Gaulle faisait que j'avais un petit peu envie de devenir aussi président. Jean Lassalle, vous venez presque d'un autre monde, dans le temps, c'est-à-dire votre expérience de berger, fils de berger, la région, le fait que vous soyez même pas de langue maternelle française, n'est-ce pas ? Votre langue maternelle, c'est le béarnais. Absolument, oui. Et la deuxième, c'est l'espagnol. C'est un monde presque disparu aujourd'hui. En ce qui me concerne, dans ce cas de figure, oui. Mais j'imagine que pour des réfugiés, c'est un peu, malheureusement, le parcours. Mais moi, je ne dis pas malheureusement en ce qui me concerne. La seule chose, c'est que ça m'a laissé un accent à couper au couteau. On n'y avait pas fait attention jusqu'il y a 6 ou 7 ans. Depuis, on y fait très attention. Mais sinon, non, c'est une formidable aventure. Et je suis d'ailleurs pour qu'on apprenne plus de langues dès l'école primaire. On va parler de la dimension personnelle que ça représente, votre parcours, vos origines, mais aussi politique, ce côté peut-être régionaliste, souverainiste. On peut dire que vous êtes souverainiste ? Non, parce que la dimension dans laquelle je me trouve reste largement à construire, et c'est un gage d'espoir pour moi. Ça veut dire que c'est pas fini. On reconstruit. Vous savez qu'au tout départ, il y a eu quand même hésitation, et dans l'esprit du général de Gaulle, qui, pour le coup, est pour moi le personnage politique proté, si j'ose dire, celui que j'ai le plus admiré dans ma vie, c'est mon père, papa. Mais De Gaulle hésitait entre l'Europe des nations et l'autre Europe. Mais c'est l'autre que l'on a imposé artificiellement. Vous avez dit quand même des choses assez précises là-dessus. Vous aviez dit, par exemple, si vous étiez britannique, vous auriez voté pour le Brexit. Oui. Mais je n'organiserai pas de Frexit. Parce que les Britanniques, sont rentrés à reculons dans l'Union européenne et en sont repartis à reculons. Donc, ils ne sont pas concernés comme nous, même si nous avons écrit une grande partie de l'histoire du deuxième millénaire ensemble ou en opposition. Alors, si vous n'êtes Mais nous sommes continentaux de l'Europe. Si vous n'êtes pas pour quitter l'Europe, qu'est-ce qui changerait d'après vous ? Par exemple, quitter l'OTAN ? Oui. L'OTAN, d'abord, c'est une très vieille construction qui remonte à une époque qui, au fond, n'était pas tellement différente, parce qu'on était les premiers à prendre en cas de conflit nucléaire entre l'URSS, l'ex-URSS, et les Américains. Voilà. Donc on était là. Et ça m'avait hanté à tel point que j'ai visité un grand nombre de pays, la Russie d'abord, puis après beaucoup d'autres pays, en autostop. J'ai voulu aller voir. J'ai pas eu de problème pour passer le mur de Berlin, contrairement à tout ce qu'on disait, mais moi vous êtes allé seul découvrir les pays de l'Est ? Oui, en autostop, pour aller voir, qu'est-ce que ça donnait. Qu'est-ce que vous aviez vu alors ? J'avais vu d'abord qu'ils avaient un système de santé qui était quand même assez performant, parce que ça coûtait pas de se faire soigner. Le tout, c'était de savoir comment on se faisait soigner. Et j'avais vu que les arts, la culture était importante. J'avais pu chanter avec les chœurs de l'Armée Rouge, tout à fait par hasard, devant Brejnev et Kosygin au Bolchoï. J'avais vu que
ce pays, mon Dieu, était très différent de ce que je connaissais de l'Europe occidentale. Et il fallait qu'il gagne une guerre éclair, sinon il ne pouvait pas la gagner. On va revenir à l'aspect politique, ce côté, alors vous dites pas souverainiste, mais enfin, il y a quand même quelque chose de ça, votre positionnement, ce qui adviendra de vos voix, parce que voilà, peut-être qu'après, il faudra qu'elles se reportent, on verra sur qui, le cas échéant, vous nous direz. Mais d'abord, si on reste à l'aspect personnel, on revient, vous direz ce que vous voudrez, à l'aspect personnel, au parcours, berger, fils de berger, c'est pas seulement pour l'anecdote biographique, vous avez vraiment été... Combien de temps vous avez été berger? Papa a eu un accident le 28 juin 1974. J'étais au lycée agricole de Pau-Montardon, le plus heureux des hommes, parce que je venais de remporter un titre de champion de France de rugby avec l'équipe de rugby du lycée. C'était le temps où les lycées jouaient entre eux. Et puis, j'avais un peu touché à l'équipe de France universitaire. J'étais auréolé et je venais de gagner un grand prix de littérature sur la libération des camps de concentration. Jusque-là, quand on était au lycée agricole, on trinquait à l'intelligence, parce qu'on considérait que la santé, on l'avait déjà. Vous avez été rugbyman, grand rugbyman. Vous avez un fils même c'est Thibaut, Thibaut Lassalle, qui est un rugbyman. 15 ans de top 14. Ouais. Il y a quelque chose chez les rugbyman en politique, je crois qu'il y avait Chaban-Delmas, quelques-uns comme ça. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est le trait des rugbyman? Qu'est-ce qui reste du fait qu'on soit rugbyman? Je crois que c'est l'enthousiasme qui l'emporte, parce que pour descendre sur le stade d'Oyonnax hier soir, dans un derby à couper au couteau, face à Bourg-en-Bresse, la neige, des rafales de vent, un foie de canard, et ces types qui chantaient, mais c'était extraordinaire. Et ces boules de neige qui se rentraient dedans, il faut quand même une sacrée volonté. Donc je pense que c'est une partie de ces qualités-là qu'on trouve en politique. Vous savez ce qu'on dit des rugbymen? On dit le rugby c'est un sport, comment ça va? Un sport de voyous joué par des gentlemen. Et le football... c'est le contraire. C'est le contraire, exactement. Mais bon, c'est un peu... injuste pour les footballeurs, quand même. Parce que, quand même, n'est pas... comment il s'appelle? Maradona qui veut, quand même. Votre père, donc, accident très grave, 3 ans de coma. 3 ans de coma, Et il se réveille. Et il revient. Et, entre-temps, je suis passé de 19 à 22 ans. Valéry Giscard d'Estaing avait abaissé le droit de vote de 21 à 18 ans. On me demande d'ailleurs, quelqu'un me demande quel est mon premier vote. Ça a été pour les municipales, 1977, qui ont fait que je suis devenu maire, avec une liste, contre une autre liste. Je peux vous dire que dans ces cas-là, ça chauffe dans un village, alors qu'on était censé remettre de la paix. À ce moment-là, est-ce que vous aviez une étiquette politique? Non, j'étais candidat libre. Ouais. Mais vous vous sentiez plutôt de gauche ou de droite? Mais à vrai dire, c'était un peu difficile. J'étais très admiratif de papa, qui était adepte d'un gaullisme de résistance. Il était plus gaulliste de résistance, d'ailleurs, qu'il ne fut gaulliste par la suite, durant la période où De Gaulle revint. Bon, c'est une autre affaire. Et d'un côté de maman, il n'y avait que des frangines, dont l'une, par bonheur, avait épousé papa. Les autres avaient épousé des réfugiés espagnols très graves, qui sortaient tous des républicains, qui s'étaient échappés des géoles, comme on était juste frontaliers de Franco, pour retomber dans celle de la Gestapo pour 1 ou 2 d'entre eux au moins. Vous venez de cette vieille politique, presque 3e ou 4e République. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la 5e République, qui est tellement loin de tout ça, qui est tellement centralisée dans l'esprit, peut-être encore plus maintenant? Ah oui, je m'y suis beaucoup retrouvé et j'en suis un défenseur. Parce qu'elle peut donner le sentiment de centralisation, mais je crois que c'est la très vieille organisation française qui est centralisée. Parce qu'elle s'est construite autour d'un État, autour de Dieu, qui accompagnait les rois. Alors Dieu, je ne sais pas le remplacer. C'est la seule énigme que je ne sais pas traiter aujourd'hui. Vous êtes croyant? Je crois en les forces de la spiritualité. Je pense qu'il y a une spiritualité. Je n'arrive pas à concevoir comment ce vaste univers aurait pu arriver là, comme ça, et comment nous avons pu rester aussi ignorants et peu curieux pour savoir si nous étions les seuls êtres vivants de cet immense univers qui me fait tant rêver. Mais il y a un Jean Lassalle, lecteur, vous avez lu Platon. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez appris dans Platon? J'avais lu avant Socrate, parce que je me suis tapé un peu toute la collection des livres grecs
que j'avais acheté, papa avait convaincu le professeur de français, dont j'étais amoureux de la fille, mais vous pensez que j'étais bien loin de lui parler. Le seul fait de voir une fille à 10 mètres me faisait détaler, tellement j'en avais peur. Il y avait que mes cousines avec qui j'arrivais à parler. Elles étaient très jolies, elles chantaient très bien, elles me mettaient en confiance, mais c'était tout. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de Platon? J'ai retenu Socrate, je suis plus retenu. Socrate avait déjà cette vision de la République, d'une certaine manière, de l'organisation des hommes. C'était la cité. La République, ça a été plus tard les Romains. La cité et le fait que les citoyens choisissaient, ils n'élisaient pas, ils choisissaient celui qui allait porter le mot et le message du peuple et le mettre en musique, le faire vivre. Jean Lassalle, né comme ça, béarnais première langue, mais ensuite un peu d'études classiques, de grec, de latin, est-ce que c'est possible encore ça, ce type de parcours? Vous avez dit parfois que vous admiriez tellement les vieux instituteurs de la vieille République. Ah oui, oui. Mais je leur dois tout, parce que s'ils ne m'avaient pas trouvé, j'ai fait donc français troisième langue, et c'est une institutrice extrêmement bienveillante qui a d'ailleurs voulu s'exprimer dans un film sur moi. Elle a 96 ou 17 ans, je ne vais pas insulter son âge, mais elle est d'une fraîcheur. Et elle dit que j'ai été l'élève le plus étonnant qu'elle ait été, parce qu'elle était obligée d'aller chercher la voisine pour traduire ce que je disais et pour essayer de me dire quelque chose. Vous faites une description de votre enfance. Vous dites que c'était pas si loin de l'Afrique. Votre mère qui porte l'eau sur la tête comme les Africaines qui vont à la source. Oui, et à l'époque, je ne savais pas que les Africaines existaient et qu'elles portaient l'eau comme ça non plus. C'est parce que nous avions donc ce récipient que l'on retrouve en Afrique, qui était beau, c'était du cuivre, on avait du cuivre quand même à l'époque, je ne sais pas comment, et elle savait le porter avec une serviette qu'elle mettait avant. Moi j'ai essayé à chaque fois, là, ça se cassait la figure lamentablement, donc je portais deux seaux, un de chaque côté, quoi. Vous racontez que votre père vous a dit, ce père qui est sorti du coma, que vous admiriez tellement, vous a dit il faut se battre contre ce grand mouvement qui vient de très loin, le départ des campagnes vers les villes, presque contre la révolution industrielle en réalité. Contre la révolution industrielle, il disait qu'on aurait certainement pu effectuer ce virage qui lui paraissait, comment je dirais, auquel on ne pouvait pas échapper, mais sans faire autant de dégâts. Et que là, l'État, pourtant lui déjà croyait en l'État, avait commis une erreur. En laissant tomber l'autre élément constitutif, c'était les provinces et les langues régionales. Est-ce que ça fait de vous un nostalgique? Est-ce que c'était mieux avant? Alors votre père, il disait c'était mieux avant la révolution industrielle, vous remontez peut-être pas si loin, mais est-ce que vous êtes nostalgique? Non, parce que la vie n'était pas idéale non plus. Vous savez, on avait beaucoup plus de proximité parce qu'on n'avait pas tellement le choix. Si vous ne pratiquiez pas l'entraide, vous étiez fichu avec les voisins. Il fallait rester en bon terme le plus possible. Et puis, ce n'était pas non plus un monde idyllique. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de voiture. J'avais une voiture depuis 18 ans. Je n'ai pu la monter à la maison qu'à 21 ou 22 ans après que j'ai été maire, parce que j'avais construit la route. Il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas d'assainissement. Non, c'était pas non plus... hier, c'était très bien. C'était difficile. Mais j'ai beaucoup aimé quand même cette période. Beaucoup aimé cette période parce que j'avais le sentiment que c'était difficile, mais au fond, c'était possible. Tandis qu'un jeune d'aujourd'hui, sa grande difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui est possible pour lui. Alors vous avez beaucoup de dureté sur aujourd'hui, vous n'êtes pas nostalgique, mais sur aujourd'hui, sur les écologistes, sur les bobos. Il y a cette scène extraordinaire, je crois que c'est pendant le confinement, où vous défiez un petit peu les écolos. Je crois que vous débroussaillez avec une débroussailleuse... assez puissante. Ah, ouais. Et 2 ou 3 même, avec mes fils qui sont costauds. Et puis, vous vous moquez des nouvelles générations d'écolos, mais pas seulement d'écolos, comme sont beaucoup d'entre nous, coupés de la nature. On est trop coupés de la nature, selon vous? Je ne me moque pas. En fait, j'ai invité Jadot et le maire de Grenoble, parce que c'est mon fils qui a eu l'idée. Alors, ils étaient en pleine primaire et on ne voyait que à la télé. Et Zemmour, qu'on était en train de lancer comme une véritable baudruche, les uns pour le lancer, genre Bolloré, les autres pour le mettre à terre, genre les autres, etc., et des écolos. Et nous, c'est l'époque de l'année, le mois d'août, où je nettoie l'ensemble de la propriété. Il y a 40 hectares, avec une vieille moto-faucheuse, avec ses rotophiles,
Et mon fils, qui était venu m'aider un soir à pendant une heure, m'avait photographié, avait lancé cet appel. Sinon, je dis, c'est dommage qu'il passe autant de temps à faire semblant au lieu de comprendre. Ça ne sert à rien de dire qu'on a besoin d'une nouvelle énergie électrique, d'une nouvelle énergie tout court. Il faut la mettre en place. Sinon, c'est zéro. Vous avez cité Éric Zemmour, on n'est pas là pour parler de vous, on va pas parler des autres candidats, mais quand même, les nationalistes, ou les souverainistes, on peut les appeler comme on veut, si on met bout à bout les voix, ça fait beaucoup de monde. 30%, peut-être plus de 30%. Est-ce que vous vous sentez proche de ce monde-là ? D'une certaine manière, je dirais un peu. Mais pas vraiment, parce que les mots qu'ils utilisent ne me conviennent pas. La France ne veut pas être extrême droitisée, elle ne veut pas être extrême gauchisée, et elle ne veut pas être extrême macronisée. Elle veut être la France authentique, c'est-à-dire cette France parfois lâche, mais parfois lumineuse, qui est capable de vous sortir le peuple souverain, qui est capable de décrire la Déclaration des droits de l'homme, des pactes sur la laïcité, ce qui a fait de nous un peuple universaliste, parce que nous avons contribué à élever l'humanité au-dessus d'elle-même, c'est-à-dire de ce monde tragique, qui ne fut que tragique, et c'est la civilisation qui vous éloigne de l'animalité dont vous êtes issu. Je te mange parce que je suis plus fort que toi. Jean Lassalle, tout ça, vous citez beaucoup de choses du passé, hein, les Jules Grévy, Jules Ferry, De Gaulle, Clémenceau, cette France-là dont vous parliez, est-ce que tout ça n'est pas du passé, effectivement ? Est-ce que la mondialisation vous a pas définitivement emporté ? Non. C'est d'abord la globalisation. Aujourd'hui, la mondialisation est un peu dépassée, à mon avis. Mais je pense que pour bien comprendre ce qu'il est possible de faire, il faut savoir d'où on vient. Jean Lassalle, par exemple, les régionalismes, on dit qu'il faut essayer d'apprendre les langues régionales. Vous savez bien que dans la réalité, qui, dans la jeune génération, apprend le béarnais ou apprend des langues régionales ? En réalité, c'est très, très, très marginal, quoi. Oui, mais vous auriez dit il y a 20 ans qu'on n'allait plus fumer nulle part, ni dans les avions, ni dans un bistrot, ni dans un espace public, on ne vous aurait pas cru. Parce que ça évolue, ça change. Donc, ça vous fait mal, ça, pardon, que l'anglais devienne en réalité la langue dominante, que culturellement on soit complètement dominé de fait par la culture anglo-saxonne, technologiquement? C'est une douleur pour vous? C'est plus qu'une douleur, c'est une révolte. C'est parce que nous ne nous sommes pas construits ainsi. Nous avons beaucoup participé, je le répète, avec les sujets de Sa Glorieuse Majesté, à construire une grande partie du second millénaire. Mais nous l'avons fait sur des styles différents. Et nous, je pense que nous étions un petit peu plus versés vers l'humanisme, et eux, un peu plus, avec le protestantisme et tout le reste, vers l'argent. Le fait de faire travailler l'argent plus que nous. Donc, eux sont imposés, c'est surtout les Américains qui sont imposés, et qui ont imposé leur système au monde entier. Et le modèle démocratique que je défends, et qui n'est pas vieux, puisque vous l'avez rappelé, Socrate et Platon en parlaient déjà, donc il n'est pas vieux, il est tout simplement à remettre en piste aujourd'hui, et je veux y contribuer de toutes mes forces. Et pourtant, est-ce que ce monde-là n'a pas réussi, le monde de la finance, de la spéculation? Alors, il y a un petit côté peut-être populiste à le critiquer, mais il a survécu à la crise de 2008, il a survécu à la crise du Covid. Aujourd'hui, il est là, très offensif, à la conquête du monde? Non, il a complètement échoué, comme échoua le communisme, ils naquirent les deux en même temps, pratiquement. Le capitalisme et le communisme sont nés de l'afflux de richesses incroyables qui fut amené sur les ports à la mode de l'époque, après que des grands hommes tels... maintenant les mots m'échappent, c'est tous des grands chercheurs, les Magellan et consorts, eurent découvert les Amériques et les Indes. Et jamais on n'avait été confronté à de telles masses d'argent. Cléopâtre n'en avait jamais eu autant, Charlemagne non plus. Et c'est là que nous avons vu naître la vision capitalisme, c'est-à-dire
l'homme était matérialisé, il n'y a que le profit qui compte, et de l'autre côté, c'était la dictature du prolétariat. Les deux étaient trop excessifs, et ils se cassent la figure l'un après l'autre. Traduction électorale, 10 avril, qu'est-ce que vous pouvez espérer comme score? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux dire d'abord vous êtes un remarquable intervieweur et vous me faites passer à Jean-Pierre Elkabbach. Et je veux lui rendre justice parce que l'un des rares articles que j'ai eu de bien, c'est Paris Match. Il m'a interrogé alors que j'étais au fin fond, pas de la Réunion, mais de l'île après, dans un contexte très difficile. Maintenant le nom m'échappe, ça ne devrait pas, moi qui aime tant cette île. Vous avez vos têtes, hein. Quand vous aimez bien, vous aimez bien. Quand vous n'aimez pas non plus. Hein. Non mais Elkabbach, c'est quand même quelque chose. Et alors, Le Monde m'a fait dire que je l'avais timoré, enfin que je l'avais... Non, c'est pas du tout ça. C'est lui qui, après que j'ai dit que je n'étais pas sûr d'être candidat le soir même, m'avait un peu redonné la parole. Et je voulais en dire du bien. Et il s'est trouvé que ce n'était pas du bien. Donc je voulais rétablir. Voilà, c'est fait. Bon, Jean Lassalle, donc électoralement, et mettons vous pesiez 1%, 2%, c'est pas rien 1%, 2% quand il sera question de report de voix entre, par exemple, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Qui est-ce que vous choisirez? Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Si moi, je veux gagner. Il est impératif, très cher Darius, qui portait un nom, vous aussi, qui sent bien la consonance antique. Il est très impératif, Darius, que je gagne. Et je demande à ceux qui nous écoutent de voter pour moi. Parce que je vous ai senti fléchir dans les jours qui ont suivi dans mon bus. Vous y rentrez de bon cœur, mais ensuite, quand on commence à rentrer à parler politique, vous me dites, écoutez Jean Lassalle, on vous aime bien, mais on ne votera même pas pour vous parce qu'on serait rentré dans le système. On a compris qu'il y a une certaine Europe que vous n'aimez pas, vous voulez changer, plus de pouvoir aux régions. Prenons l'exemple de la Corse. L'État d'abord. Plus de pouvoir aux États, on l'a compris, plus de pouvoir aux régions. On a l'exemple corse, là, qui frappe tellement depuis quelques semaines, quelques jours en particulier. Vous êtes pour l'autonomie de la Corse ? Oui, je pense que c'est inscrit dans les faits, comme au Pays Basque, chez moi, que je vis douloureusement. Mais les États ne savent pas gérer ce genre de problématique. Alors que c'est un processus de paix. J'ai tellement aimé la paix et la manière dont elle s'est construite en Irlande. Dieu sait pourtant s'ils ont été plus loin que... Ah mais vous ne reconstruisez pas, vous ne passez pas quand la France et l'Allemagne, il a fallu du temps. C'est très facile de déclencher une guerre, hélas. C'est très facile de reconstruire le cœur des hommes quand ils se sont saignés entre eux, vous comprenez? Donc moi je crois qu'ils demandaient le rapprochement de Colonna. Nous avons commis une erreur de ne pas y accéder. Ils demandaient à pouvoir... mettre en œuvre maintenant qu'ils sont en état de fonctionnement, que les élections leur ont donné une stabilité, de pouvoir poursuivre notamment leur capacité à maîtriser leur terrain. Mais ils ne remettent pas du tout en cause le régalien. Moi, je pense que l'exemple des Açores avec le Portugal est un bon exemple, pas du jour au lendemain, mais vers lequel il faut tendre. Parce que tant qu'il restera ces points de tension-là, nous ne pourrons rien faire, ni en Corse, ni avec les Corses, ni au Pays Basque avec les Basques, ni en France, ni en Europe. Et au contraire. Jean Lassalle, retour à l'aspect personnel. Vous disiez à quel point, quand vous étiez gamin, il y a un côté où vous vous êtes senti exclu. Pourquoi exclu ? Oui, parce que, si vous voulez, j'étais issu de la 3e ou 4e couronne de l'immense commune de Lourdes-Ichère. 128 habitants. Non, il y en a eu plus, pratiquement 200 à l'époque. Et donc, je n'avais pas les mêmes jeux, les mêmes références que mes amis qui vivaient au centre-bourg. Et j'étais complètement, si vous voulez, dépaysé lorsque je m'y rendais. Ce qui fait qu'il y avait un ballon bleu qui ressemblait à un ballon de hand, je l'ai su par la suite, qui était très compact et que je prenais toujours sur la figure parce que je ne savais pas jouer avec eux. Et j'étais dans le même temps très heureux dans ma famille. Donc, il y avait cette ambivalence qui faisait de moi une souffrance. Est-ce qu'il y a une revanche ? Il y a une revanche ensuite d'avoir été élu, député, d'avoir fait une carrière comme ça ? Non, je n'ai pas cultivé du tout la revanche. Par contre, ça a été pour moi un formidable sujet de mobilisation intérieure.
je m'enfermais tout seul dans un espace que j'avais appelé mon bureau, qui étonnait beaucoup maman, qui la faisait rire et qui l'inquiétait lorsqu'elle venait me fermer la lumière la nuit en train de lire des bouquins auxquels je ne comprenais rien, parce que quand vous tapez Sophocle et que vous savez pas au juste où il va, c'est pas facile. Et non, ça m'a donné une envie de m'en sortir à tout prix. Et puis je voyais mon père, que j'admirais tant, et je voyais son frère qui s'était sacrifié, qui était mon oncle, pour que nous puissions construire une famille et que les frères et ses sœurs, au lendemain de la guerre, puissent se marier. Et ces hommes étaient passionnés d'antiquité, et eux n'étaient pas étonnés. Et moi, je me disais, je veux aller au bout des rêves de ces hommes. Ils sont trop injustement traités, inutilement moqués, alors qu'ils sont grands et qu'ils sont beaux. Vous êtes un exemple d'engagement d'élu local, de maire, 40 ans maire. 42. Ça manque, 42. Ça manque aujourd'hui. Souvent, les vocations, il y a un problème de vocation parce que beaucoup de gens n'ont pas du tout envie de se sacrifier. C'est comme ça qu'ils le ressentent pour être maire d'une petite commune. Comment est-ce qu'on peut compenser ça? Comment est-ce qu'on peut faire renaître les vocations? Tout simplement en voyant l'aspect heureux de ce que vous appelez le sacrifice, et qui en fait est l'engagement. C'est-à-dire l'immensité d'émotions qu'il faut avoir en soi. Je suis de ceux qui pensent que la politique est un art et qu'il faut la remettre à ce niveau-là. Comme la chronique, c'est-à-dire le journalisme, est un art. Il faut passer des années et des années pour arriver à se faire connaître et reconnaître. Et puis, il faut mettre en avant la valeur travail. C'est-à-dire que l'homme, une fois qu'il a dormi, une fois qu'il a mangé, peut-être fait l'amour, a besoin de s'élever, et c'est par le travail qu'il le fera. Donc, si on remet au goût du jour cela, nous allons retrouver de nouveau des maires, des conseillers municipaux, et nous allons retrouver ce qui va nous faire beaucoup d'efforts aussi, c'est des hommes et des femmes qui bénévolement s'engagent dans des associations, notamment de santé, où il n'y a pas une thune à gagner, parce que tout doit être consacré à l'homme. Il y a un côté politicien. À l'ancienne chez vous, je vous voyais tout à l'heure avec la maquilleuse, avec tout le monde, vous savez très bien, essayer de dire un petit mot à chacun, faire campagne, quoi, mais c'est dans le sang. Le vieux monde, il n'a pas dit son dernier mot? Mais c'est pas le vieux monde, c'est le monde de toujours. C'est ainsi que nous avons toujours fonctionné. C'est comme ça que nous ne fonctionnons pas aujourd'hui, et que ce peuple, cette France si passionnée de politique, s'apprête à voter à 40% peut-être. J'espère que non. J'espère qu'il y en a 5 ou 6% qui vont réfléchir et qui vont mettre la table par terre pour me mettre en finale contre l'un des finalistes. Pourquoi pas dire simplement que vous êtes une candidature de témoignage? C'est tout à fait, pardon, respect. Non, mais vous avez raison. Non, mais témoignage de quoi, si c'est le cas? Ah, mais je ne veux témoigner de rien. Je veux simplement asséner à ceux qui nous écoutent, gentiment, mais d'une manière très engagée, que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. À nouveau, l'humanité est tragique, seule la civilisation veut l'élever, et je veux que la civilisation reprenne le pas dans ce monde où nous reglissons vers l'animalité du « je suis plus fort que toi, donc je te mange ». Et là, la France a un rôle essentiel à jouer, parce qu'elle l'a toujours joué dans ces cas-là. Il y a deux Jean Lassalle, quand on regarde les commentaires au cours de cette campagne surtout. Alors il y a le Jean Lassalle, sympa, il y a eu des sondages qui ont été faits même, beaucoup de gens qui rêvent de boire une bière avec vous. Je ne sais pas si vous êtes buveur de bière. Ça m'a fait plaisir parce que d'habitude on me présentait comme buveur de rouge, invétéré, et j'étais un véritable trognon. Ouais. Vous êtes bon buveur? Ah mais écoutez, comme vous, hein. On n'est pas suisse avec de l'eau claire. Il y a des degrés. Oui, non, je ne bois pas. D'ailleurs, vous ne pouvez pas faire ça si vous buvez comme un trou. Ou alors vous êtes malade. Il y a le Jean Lassalle sympa avec qui on a envie de boire la bière. Il y a l'autre Jean Lassalle pour une partie du public qui est le type complotiste, souverainiste, un peu agressif, caché. Comment vous faites votre plaidoyer pro-domo pour dire que c'est pas vrai? Mais je n'ai pas, à mon avis, à faire de plaidoyer pour le mal. J'explique ma manière de vivre, ma manière de me vivre et ma manière de vivre la société. Alors ensuite, on prend ou on laisse. Mais il y a tellement peu de gens qui ont quelque chose à dire, notamment dans cette campagne où nous n'avons rien dit du type d'énergie que nous allions
utilisé, qui est absolument impératif, de la manière dont nous allions faire société, qu'il est quand même normal qu'il y en ait un qui le fasse. Jean Lassalle, merci d'avoir été à vous. dans la série de nos invités candidates et candidats. Vous êtes un grand intervieweur. Voilà. Merci Merci. beaucoup.